Allez, c'est l'heure à présent de notre module. On va plus loin. On va plus loin, comme chaque soir à 20h40 heure de Paris. On revient ensemble sur deux infos marquantes de la journée en compagnie ce soir de nos chroniqueurs Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonsoir Bruno. Bonsoir Ashrène. Et de Ziad Limam, rédacteur en chef à Afrique Magazine. Bonsoir Ziad, Bonsoir, merci à tous Ashrène. les deux de m'accompagner pour ce On va plus loin. On va plus loin ce soir tout d'abord sur l'ouverture en Guinée. On en parlait il y a quelques minutes du procès du massacre de Conakry du 28 septembre 2009. Au moins 156 morts à l'époque, des milliers de blessés et de terribles exactions dans la répression brutale d'une manifestation de l'opposition interdite par le capitaine Dadis Camara, alors à la tête de la junte. Manifestation qui avait pour objectif de le dissuader de se présenter à la présidentielle. Aujourd'hui, sur le banc des accusés, 11 personnes, dont l'ex-chef de la junte, 600 parties civiles dans ce procès. Écoutez tout d'abord Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes, des parents et des amis du 28 septembre. Nous voulons vraiment la vérité. Nous voulons qu'il y ait des réparations. Nous voulons une reconnaissance nationale pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. Et nous espérons avoir une justice claire, transparente, pas de parodie de justice, et en présence de tous ceux qui ont été inculpés dans ce dossier. Alors tout d'abord Bruno, pour revenir un peu sur les faits de 2009, des crimes d'une violence inouïe avaient été commis. Oui, absolument. Alors, on est donc le 28 septembre 2009. Il y a une grande manifestation de l'opposition, des dizaines de millions de partisans de l'opposition qui veulent s'opposer à la candidature annoncée de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle, qui est alors à la tête de la junte, qui a dit pendant des mois qu'il n'était pas véritablement intéressé par le fait d'être candidat ou pas candidat. Il l'a dit d'ailleurs à plusieurs médias, dont France 24, et qui finalement décide de se porter candidat à la présidentielle. Donc ça provoque un fort mouvement d'opposition. On est donc avec plusieurs dizaines de milliers de partisans qui se réunissent au stade de Conakry, et c'est là que les choses dérapent de manière absolument terrible, avec des membres de la garde présidentielle, assez nombreux, qui interviennent et qui vont quand même procéder à un véritable massacre, puisqu'il y aura au moins 156 morts, plus de 109 femmes violées, il y aura des exactions, des centaines de disparus. Donc voilà, un bilan absolument épouvantable, et qui sait, les exactions se sont poursuivies dans les jours qui ont suivi. Donc ça a été véritablement un événement traumatique quand même pour la Guinée, que ces événements du 28 septembre 2009. Le stade sera d'ailleurs renommé stade du 28 septembre. Ziad, le procès, on le sait, a été plusieurs fois reporté. Pourquoi est-ce qu'il s'ouvre seulement 13 ans après les faits ? On va partir de la bonne explication, c'est qu'il fallait bien qu'à un moment ça arrive, et peut-être qu'il y avait une conjonction politique qui fait que le procès peut se tenir aujourd'hui. Depuis les exactions, il y a eu des enquêtes, il y a eu l'intervention du système des Nations Unies, il y a eu la CPI, il y a eu la période avant la prise du pouvoir par le leader de la transition, Doumbouya. Il y a eu la période Alpha Condé, dont on dit qu'il n'était pas partisan d'avoir quelque chose d'ouvert. Donc on sent bien... j'étais pas dans le palais à côté de lui, mais il y a quand même des enjeux politiques très importants derrière ce procès, puisque Moussa Dadis Camara, par exemple, reste quelqu'un d'assez pas populaire, mais qui a certains appuis en Guinée, qui est un leader de la Guinée forestière, qui a toujours un parti politique, qui s'était d'ailleurs rapproché récemment du colonel Doumbouya. Donc tout ça joue, mais il y a un moment où je pense que les planètes s'alignent, et que peut-être aussi... pour le régime actuel, il faut faire justice, mais peut-être aussi faut-il se débarrasser, après tout, d'un certain nombre de gens qui sont encore assez, comme je vous l'ai dit, assez influents. Et peut-être aussi faut-il donner une image de ce régime vis-à-vis de l'international comme ayant pris une initiative majeure, parce que c'est quand même majeur, sur le plan du droit, de la justice, de la lutte contre la violence, contre les femmes, etc. Mais je pense que tout s'imbrique un petit peu pour arriver à ce moment précis. Alors on verra l'issue de ce procès, dont on ne connaît pas d'ailleurs la date de fin. En tout cas, c'est un procès inédit dans le pays.
Oui, c'est un procès inédit et c'est un procès même qui va au-delà de la seule Guinée. Je pense qu'il va être suivi de très près en Afrique généralement et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Pour l'occasion, on a construit une salle spécialement pour ce procès. Les moyens sont assez importants. Il y aura les inculpés, il y aura, vous avez dit, 600 parties civiles qui seront représentées. Il y a d'ailleurs des précautions légales qui ont été prises tout récemment pour assurer leur sécurité pendant ce procès. Donc vous voyez que c'est un procès quand même à enjeu élevé et qui sera suivi de très près, notamment dans le cadre de la lutte contre les exactions de la part de juntes militaires et aussi, et c'est très important, contre les violences faites aux femmes. Oui, allez-y. Il y a l'histoire contemporaine en Afrique est à écrire encore. Il y a pas très longtemps, il y a eu le procès Blaise Compaoré en son absence, enfin, le procès du meurtre ou de l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a eu une tentative d'explication. Là, j'espère qu'il va y avoir... Ce que veulent les victimes, c'est savoir quelle était la chaîne de commandement. Et c'est pour ça que le personnage d'Addis Camara est très important, parce qu'il est président à ce moment-là, mais est-ce que c'est lui qui a donné les ordres? Est-ce que ça a été fait en dehors de lui? Mais il est chef de l'État, donc il assume une responsabilité. Et qui sont d'ailleurs les autres Alors, c'est un certain nombre de personnalités, dont certaines étaient même encore ministres sous Alpha Condé. Il y a la personne qui a essayé de le tuer d'ailleurs, qui je crois s'appelle Toumba Diakité. Enfin, il y a tout un aéropage de gens qui exerçaient des responsabilités opérationnelles dans le pays. Le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé est inculpé, par exemple, parce qu'il n'a pas cherché à sauver les gens qui étaient dans le stade ou à les soigner. Donc c'est le système qui est mis en cause, mais pour les victimes, c'est qui a donné l'ordre. Pour les victimes, c'est qui va nous indemniser. Pour les victimes, c'est réécrire l'histoire. Et puis, il y a les gens qui ont été tués par balle, les manifestants. Et puis, il y a l'aspect spécifique aux femmes, qui est extrêmement important. Et je pense que ça... Oui, d'ailleurs, Amnesty International a présenté hier un rapport qui réclame une meilleure prise en charge des victimes de viols en Guinée et l'adoption en urgence d'une loi sur les violences. Le viol est une arme de guerre un peu partout, mais c'est une arme de guerre en Afrique. En particulier en Guinée. On peut parler de la RD Congo, on peut parler de la Guinée. Enfin, je veux dire, si on peut faire remonter cette violence contre les femmes, et la poser devant un tribunal, c'est pour ça que je vous dis, il y a l'aspect politique, il y a probablement des choses très complexes et un peu magouilleuses derrière tout ça, mais il y a aussi quelque chose de majeur sur le plan de l'exemple. S'il mène ce procès jusqu'au bout, ça peut être... Et au-delà de l'exemple, c'est aussi une manière pour les autorités de polir un peu leur image? Oui, alors après, normalement, le procès va se dérouler de manière autonome par rapport aux autorités. Mais le fait d'organiser ce procès dans ces conditions-là, effectivement, est une manière pour elles, peut-être, de polir leur image. Mais quand même, une des questions essentielles, parce qu'il faut quand même rappeler que Moussa Dadis Camara, il a toujours dit qu'en fait, il n'était pas responsable, il n'était pas le commanditaire de ce qui avait été commis. Et son explication, qui va sans doute être examinée de très près pendant ce procès, c'était qu'en fait, l'armée guinéenne était absolument incontrôlable. Ça a été diffusé aujourd'hui sur France 24, notamment une phrase lors d'une interview. Il dit, vous comprenez, une armée où un caporal peut dire merde, je cite, peut dire merde à un colonel. Il n'y a pas de respect de la hiérarchie. Donc tout ça, en gros, est parti en vrille, si vous me passez l'expression. Et moi, j'étais absolument pas au courant. Donc c'est sa ligne de défense. Et c'est ça, notamment, qui va être quand même examiné. Parce que s'il est avéré à l'issue de ce procès que c'est lui qui a donné des instructions, notamment aux membres de sa garde présidentielle, pour aller tirer sur des civils, des femmes, des manifestants de l'opposition, évidemment, ça va changer le cours et la nature du procès. Alors, autre thème dont va plus loin ce soir, les soupçons de sabotage sur les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne en mer Baltique. Après que ces gazoducs ont donc été touchés tous deux par des fuites inexpliquées. La Russie est pointée du doigt par les Occidentaux, mais nie toute implication. Alors là, on en est toujours au stade des soupçons, bien sûr. Bruno, impossible d'être certain. En tout cas, à qui profite la situation ? Ça, c'est une bonne question, Ashrène, mais ce sort bien difficile de le dire, puisque on est dans une véritable guerre informationnelle. Chacun se renvoie la balle et désigne évidemment l'adversaire comme étant responsable de ce qui est quand même, ça c'est une certitude, un sabotage.
puisque vu... Même la Russie aussi Oui, la Russie dit que c'est un sabotage. Elle a même demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi. D'une réunion du Conseil de sécurité qui normalement devrait avoir lieu vendredi. Et elle demande même aux Américains de dire s'ils sont responsables, s'ils sont impliqués dans cet acte de sabotage aggravé. Donc c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que c'est un acte de sabotage. Il faut savoir donc quand même que ce gazoduc Nord Stream 1 était encore en activité, même si depuis début septembre, les Russes avaient invoqué des problèmes techniques, donc des questions de maintenance pour interrompre les livraisons qui se poursuivaient malgré tout et qui servaient aux pays européens à remplir leur cuve en quelque sorte pour passer l'hiver avant d'arrêter les importations de gaz russe. Donc déjà, ce gazoduc était à l'arrêt, en fait, mais plein de gaz depuis début septembre. Et donc, il y a eu plusieurs explosions et des fuites de méthane, ce qui est extrêmement dangereux, qui vont sans doute se poursuivre dans les jours à venir. Il faut savoir que le méthane est un gaz plus dangereux que le CO2. D'ailleurs, quelles conséquences sur l'environnement? Justement, difficile. Ça peut brûler, ça peut brûler, ça peut... Oui, c'est très dangereux parce qu'il y a des millions de tonnes de gaz et le méthane est extrêmement dangereux, quoi. Ziad? Mais d'abord, techniquement, c'est pas si simple d'aller faire sauter des pipelines qui sont à des profondeurs. J'ai vu des chiffres un peu différents, mais disons une centaine de mètres de profondeur avec des constructions très épaisses. Donc c'est quand même, il faut du matériel, il faut des espèces de petits robots qui pourraient descendre, qui seraient pas détectés. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de mystères sur le plan d'une possible opération. Et il y a beaucoup de possibilités. Alors, évidemment, tout le monde se tourne vers la Russie parce qu'on se dit que ça serait une manière de rendre ces pipelines totalement inopérationnels pour des mois, puisqu'il faudrait les réparer. Mais bon, la complosphère, mais pas complètement complosphère, parle d'une possibilité américaine, parce que les Américains étaient fortement opposés à ces pipelines et à la mise sous tutelle, en gros, de l'Allemagne par la Russie sur le plan énergétique. Donc on va voir ce qui se passe. Mais ce que ça souligne, c'est l'extrême fragilité de l'Europe sur la question énergétique. C'est-à-dire, on n'a pas de ressources. On a le nucléaire. Voilà. Donc on a le nucléaire qui pose une discussion politique un peu partout. Mais s'il n'y a pas de nucléaire et si les pipelines ne fonctionnent pas, on est à sec. Et quand on dit on est à sec, c'est pas une vue de l'esprit. C'est on est à sec, les usines s'arrêtent, le chauffage s'arrête, l'électricité s'arrête, tout s'arrête. Et donc les pipelines existants aujourd'hui, donc par exemple ceux qui viennent d'Algérie, dont on ne parle pas, mais qui pourraient parfaitement être des cibles, celui qui traverse le Maroc et qui va vers l'Espagne, le nouveau qui est entre la Norvège et la Pologne, enfin, toutes ces infrastructures, en cas de guerre chaude non déclarée, mais où on pourrait s'amuser à faire sauter des trucs, ça devient des actes de guerre réels concernant l'Europe qui seraient réellement mis à sec. Et ça, c'est une vraie préoccupation parce que effectivement, les gazoducs sont très difficiles à sécuriser. On peut pas mettre des bateaux partout. C'est 40, 50, 100 mètres parfois. Ça s'étend sur le Nord Stream 1 et 2 qui n'est jamais entré en service, mais enfin c'est sur 1000 km, donc c'est extrêmement difficile à surveiller. Et d'ailleurs, il y a un autre pays européen qui est très inquiet, et les autres pays européens sont très inquiets aussi, c'est justement la Norvège, qui a un peu pris le relais dans l'urgence, en partie avec d'autres pays, effectivement, notamment comme l'Algérie. Mais il faut savoir, par exemple, juste 2 chiffres, la Russie, avant la guerre, envoyait à l'Europe, en quelque sorte, 150 milliards de mètres cubes de gaz. Aujourd'hui, la Norvège, c'est 122 milliards de mètres cubes de gaz par un gazoduc qui part de la Norvège et après qu'il y a des ramifications dans les pays européens. Si ce gazoduc-là connaît les mêmes mésaventures que Nord Stream 1, là, ça aura des conséquences vraiment très graves pour l'ensemble des économies européennes dans les semaines à venir. Et c'est déjà la fin, on va plus loin. Merci Ziad, merci Bruno d'avoir participé et pour vos éclairages. Restez avec nous. La suite de Paris Direct, c'est dans quelques minutes.